Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, il n'est pas là, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, l'approbation des comptes de l'année 2016 qui nous réunit ce jour offre la première opportunité de cette législature pour aborder les grandes problématiques budgétaires et financières de notre pays. Mais à bien vous écouter, mes chers collègues, et vous, Monsieur le Ministre, on a le sentiment que la priorité ultime des politiques publiques est la seule et unique réduction des déficits. Érigés en totem, les 3% de déficit surplombent la représentation nationale, anesthésiant le débat et la réflexion politique. En réalité, depuis votre prise de fonction, tout semble parfaitement orchestré. Un déficit public plus élevé que prévu, 3,4 contre 3,3, un rapport opportunément rendu par la Cour des comptes et qui vient dézinguer la dépense publique. La voie est désormais toute tracée pour mener une politique d'austérité injuste et inefficace. La prudence et la responsabilité appellent pourtant à faire un bilan sans concession du quinquennat précédent et en tirer tous les enseignements pour mettre en place une politique répondant aux vraies préoccupations de nos concitoyens. Quel état des lieux pouvons-nous faire de notre pays, mes chers collègues? Les élections, les tensions dans les débats, les projets antagonistes, le niveau de l'abstention ont mis en lumière des fractures qui ne cessent de grandir. Fractures économiques et sociales d'abord. Le magazine Challenge vient de publier son nouveau classement des 500 premières fortunes de France. Principaux enseignements. La fortune du top 10, celle des Pinault, Drahi, Bettencourt et consorts, a progressé de 35% en un an. Une progression en réalité structurelle, puisque depuis 1996, leur patrimoine a été multiplié par 12, quand le PIB n'a que doublé sur cette même période. Cette envolée indécente du patrimoine des plus riches vient écraser le sort de millions de nos concitoyens subissant précarité, incertitude et difficultés concrètes à boucler les fins de mois. 10% de chômage, 8% des salariés du secteur privé rémunérés au SMIC ont 150 € par mois, quand le seuil de pauvreté est de 1 000 € par mois. L'autre fracture, c'est celle qui touche nos territoires et qui affecte le monde agricole, la montagne, le milieu rural, tout comme nos banlieues et nos villes moyennes. Des territoires qui subissent le recul constant de nos services publics, tout comme la désindustrialisation et le sous-investissement chronique, tant public que privé. La politique menée lors de ces dernières années est venue aggraver ces fractures. Le symbole, c'est bien entendu le pacte de responsabilité, conversion de l'ancienne majorité socialiste à l'idéologie de l'offre, mais aussi soumission consentie au dogme de la réduction de la dépense publique. Véritable verrou budgétaire, ce pacte s'est traduit par une politique de soutien inconditionnel à toutes les entreprises, matérialisée par le CICE et de multiples allègements de cotisations sociales. Quel que soit le secteur, quelle que soit la politique de l'entreprise, quelle que soit sa taille, les entreprises ont vu leur contribution à l'effort national réduite de près de 30 milliards par an, sans véritable effet sur l'emploi. Des mesures d'abord financées par les ménages, et plus particulièrement les ménages modestes qui payent la facture d'une TVA en surpoids. Les collectivités territoriales ont également été mises à contribution, très largement, trop largement. Elles sont à l'os aujourd'hui, incapables d'investir, obligées de rogner sur les services rendus à la population. Les coupes budgétaires dans nos hôpitaux ont par ailleurs fait très mal. En témoigne l'état de santé des personnels hospitaliers. Plus globalement, nos concitoyens voient bien toutes ces fermetures de bureaux de poste, ces services qui s'éloignent, ces commerces indépendants qui mettent la clé sous la porte, ces transports publics qui se dégradent ou se raréfient sur certains secteurs. Le bilan de la fameuse consolidation budgétaire et de cette politique tournée vers les grandes entreprises et leurs actionnaires implique de rompre avec ce qui n'a pas fonctionné et de poser les bases d'un chemin tourné vers plus de justice fiscale et sociale.
la transition énergétique, la formation et l'éducation, le développement économique concerté et impulsé, et bien entendu des services publics accessibles à tous et partout. Cependant, dans cette cacophonie fiscale à l'œuvre depuis 2 semaines, tout indique néanmoins que vous persisterez et même irez plus vite et plus fort dans cette voie budgétaire initiée par vos prédécesseurs et qui est, selon nous, sans issue. En plus de la hausse du taux du CICE, le taux de l'impôt sur les sociétés passera progressivement à 25%, sans remise en cause de toutes ces niches fiscales qui mitent l'imposition des entreprises. Faut-il rappeler que le rendement de notre impôt sur les sociétés tend à être l'un des plus faibles des pays de l'OCDE. Comme vous l'indiquez, monsieur le rapporteur, il ne rapporte plus que 30 milliards d'euros, bien loin des mythes répétés à l'envi par les tenants du système. Vous appuierez sur l'accélérateur en mettant en œuvre des projets profondément réactionnaires, inédits depuis l'époque Sarkozy-Fillon. C'est ainsi qu'il est prévu d'abattre l'ISF, que vous entendez recentrer, je vous cite, sur la seule fortune immobilière, écartant du dispositif tout le patrimoine financier. Coût pour les finances publiques, 3 milliards d'euros. Coût pour le pacte social, il est inestimable, tout comme l'est celui de la mise en place d'une flat tax à 30% sur les valeurs mobilières. Tout comme l'est le démantèlement de la taxe sur les transactions financières. Tout comme le sont ces allègements sur les indemnités de rupture à l'adresse des traders. La suppression des cotisations sociales, salariales, ainsi que l'exonération progressive de taxes d'habitation pour 80% des Français ne sont qu'écrans de fumée. D'une part, parce que ce seront les retraités qui paieront la facture. D'autre part, sur la taxe d'habitation, le premier volet de l'exonération est estimé à 3 milliards d'euros. Faisons donc le parallèle avec les allègements sur l'ISF, également estimés à 3 milliards d'euros. Mes chers collègues, on a donc d'un côté 3 milliards pour des millions, de l'autre, on a 3 milliards pour quelques milliers. Inacceptable. Le message politique est limpide et les bénéficiaires de la politique fiscale sont désormais connus. Selon une étude de l'OFCE, les 10% des ménages les plus riches capteraient ainsi 46% des gains fiscaux promis aux ménages. Dans le détail, c'est même le dernier centile, c'est-à-dire les 1% des ménages les plus riches, qui rafleraient donc la mise. Effectivement, il vaut mieux qu'il reste là. Une politique qui se fera au prix d'une trajectoire de réduction des dépenses publiques de l'ordre de 3 points d'ici 2022, avec la volonté de contenir la dépense en volume, soit l'équivalent d'une baisse de 20 milliards d'euros de ces dépenses. Les annonces contenues dans le décret d'avance sont en réalité les premières pierres de cette énième cure d'amaigrissement qui impactera à nouveau les travailleurs, les fonctionnaires, les collectivités, les TPE, PME et nos services publics. Le remède est parfois pire que le mal, mes chers collègues. À coup sûr, ces fractures que j'évoquais plus tôt s'accentueront. Soyez vigilants, Monsieur le Ministre. Tout comme il n'y a pas de majorité politique pour vos projets de casse du Code du travail, il n'y en aura pas non plus pour vos projets budgétaires très largement tournés vers les ultra-riches. Aujourd'hui, nous voterons contre ce projet de loi de règlement du budget 2016. Nous considérons que notre pays dispose des moyens pour une autre politique, mettant l'humain et l'environnement en son cœur, reléguant la finance à sa juste place. Une profonde réforme fiscale, mettant justice et éthique en son sein, doit d'abord nous permettre que chacun contribue selon ses moyens. Nous devons enfin combattre la fraude et l'évasion fiscale avec plus d'énergie. 60 à 80 milliards sont à portée de main, mais nécessitent de la volonté politique. Enfin, l'urgence, c'est aussi l'environnement. Et notre système fiscal doit encourager la transition nécessaire dans ce domaine. Voilà ce qui devrait constituer les priorités de nos politiques publiques. Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous serons là pour vous faire des propositions concrètes pour avancer sur les urgences sociales et écologiques,
mais soyez certains que nous serons résolument combatifs face à tout projet conservateur et rétrograde. Je vous remercie. Merci, Monsieur Dufrègne. Monsieur le ministre.